La maladie de Lyme a provoqué donc, une altération des neurones. Je pense que j'ai eu des zones, des trucs du cerveau détruites. C'est violent et puis parce qu'on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur du corps, mais on sent des choses qui se passent. Et moi j'ai ressenti, je ne peux pas parler au niveau de tout le monde, mais j'ai ressenti un mal-être, une confusion. J'avais une sensation que quelque chose était en train de m'arracher la peau des nerfs de la tête. C'est si on épluche les nerfs de la tête. La MSA d'Armorique se propose de sensibiliser le public à une meilleure connaissance de la maladie de Lyme et de mener des actions de prévention en direction de ceux qui peuvent être professionnellement exposés au risque de cette maladie. Pour introduire ce sujet, nous avons rencontré 2 patients qui ont accepté de témoigner des conséquences que la maladie de Lyme a provoquées dans leur vie. J'ai acheté une petite fermette avec un jardin et j'adore faire le jardinage, hein, je suis tout le temps dehors. Hein. J'ai été piqué par une tique en 2007, donc j'avais 51 ans, et je travaillais dans les espaces verts. Et il me semble, hein, je peux juste dire il me semble, qu'un printemps 2006, je tendais ma pelouse et j'ai senti quelque chose sur ma jambe que j'ai claqué. Et peu à peu, j'ai vu cette piqûre, ce petit point rouge là, qui a grandi. Mais je ne sentais rien. Et peu à peu, j'ai vu un certain nombre de douleurs. Je n'ai pas fait la relation entre ces douleurs qui étaient migrantes. Je dirais qu'il y a un moment donné, j'ai senti j'étais un week-end avec mon travail en extérieur et j'avais senti que j'étais très fatiguée. J'étais sur le Morbihan, il fallait que je rentre sur Dirinon. Et j'avais la sensation, en conduisant, quand je rentrais, que j'avais quelque chose qui était en train de m'arriver. Un soir où j'étais en train de... au moment où j'étais très fatiguée, hein, j'étais en train de parler au téléphone et je disais à la personne que j'appelais que je sentais que je ne pouvais plus parler. Que tout mon faciès était en train de se changer, que je ne pouvais plus parler. Et donc j'ai été obligée de raccrocher. Hein. Cette nuit-là, j'ai cru que j'allais mourir. Hein. J'ai cru que j'allais mourir, je sais pas pourquoi. Voilà, envoyé avec quoi, je sais pas. J'ai cru que j'allais mourir et que j'allais jamais me réveiller. Et là, je voyais bien qu'il y a des choses que je ne maîtrisais plus, moi. Hein. Avec des douleurs à la tête qui descendaient. Et donc, à un moment donné, ils m'ont changé de service, ils m'ont fait passer en soins intensifs parce que leur crainte était que comme ça atteignait les nerfs, et que ça descende, et que ça arrive au cœur, et que tout s'arrête. Quoi. À partir du moment où j'étais hospitalisée, quand je parle de la ponction lombaire, je la sens encore. Hein. Je pense que tout le monde qui fait des ponctions lombaires doit le savoir, ça, certainement. Et c'est la ponction lombaire qui a déterminé que c'était une piqûre de tique. Donc, et qu'il y a eu une deuxième pour confirmation. Hein. Et donc c'est ça qui a déterminé que c'était la maladie de Lyme. La maladie de Lyme est une maladie infectieuse qui peut être provoquée par la piqûre de certaines tiques. Des acariens parasites très répandus autour de nous. Vous là qui êtes en section forestière, là, ça vous concerne là, au premier plan. Vous êtes dans votre métier plus tard, ou même peut-être en stage dès cette année, l'année prochaine, là vous serez considéré comme personne à risque pour ces choses-là. Donc autant bien étudier l'animal. Alors on est à quel grossissement, vous m'avez dit 400 fois. Alors là, vous pouvez observer la pièce buccale hein, de la tique, qu'on appelle un rostre. Alors c'est un dispositif, vous allez voir, qui va lui permettre de percer la peau pour atteindre quoi? Voilà, les vaisseaux sanguins qui sont situés sous la peau. Vous pourrez observer aussi que sur le rostre, il y a des crochets, un petit peu comme dans un hameçon. Ça veut dire comme un harpon, voilà. Et ce qui va lui permettre de rester également accroché. Alors par ailleurs, ça c'est pas visible. Elle produit au niveau des pièces buccales une espèce de colle qui va encore renforcer sa fixation à la peau. La tique, en piquant, elle crée une porte d'entrée à toutes sortes de bactéries. Hein, donc ça peut créer une infection. Ou alors, il peut y avoir plus grave. Hein, elle peut héberger une bactérie type, là. Est-ce que vous connaissez son nom? Lyme. Alors, ce qui va provoquer la maladie de Lyme, ouais.
Alors la bactérie, elle a un joli nom, elle s'appelle Borrelia. Grâce à son rostre, la tique se nourrit du sang des mammifères terrestres sur lesquels elle se fixe. Elle peut être porteuse de la Borrelia, une bactérie qu'elle transmet à ses hôtes. Alors, les tiques sont infestées par le germe en se nourrissant sur un hôte qui l'est. La tique a 3 formes de vie. La forme larvaire, ensuite la forme de nymphe et une forme adulte. Et chaque fois, l'hôte est différent. Enfin, la larve, ça sera plutôt les petits rongeurs. La nymphe, ça sera plutôt les lagomorphes avec les lièvres et les lapins. Et la tique, ça sera plutôt les cervidés, enfin les grands gibiers. Puisque la tique grimpe un petit peu sur les buissons bas et les herbes et accroche finalement son hôte au passage. Et puis après, l'être humain est un hôte exceptionnel en fait, passant par là, la tique accrochant l'adulte ou l'enfant qui passe à sa portée. Face aux risques que représentent les piqûres de tiques, la MSA entend développer des mesures de prévention destinées en priorité aux métiers liés à la nature et à l'environnement. Il y a plusieurs cibles dans la sensibilisation. Il y a les professionnels qui sont directement au contact en fait, de l'environnement et des milieux naturels. Ça peut être le milieu du bûcheronnage, ça peut être des équipes de paysage comme ici, ça peut être des agriculteurs tout bêtement qui sont au contact de la nature. C'est vrai qu'ici on a beaucoup de tiques en plus, donc on est un petit peu vigilant. Quand on est informé sur le risque de la transmission, on est plus vigilant que si on n'avait pas d'information. Alors, les pratiques de prévention préconisées, c'est déjà bien connaître l'habitus de la tique. C'est-à-dire que la tique, elle a une vie un petit peu cyclique, présente dans la nature d'avril à octobre, mais pouvant dépasser, puisque effectivement c'est plus une histoire de température. La tique sévit à une température supérieure à 12 degrés. Nos climats tempérés sont tout à fait l'idéal pour la tique. Sur le plan scientifique, la maladie de Lyme fait l'objet de recherches et d'études approfondies. Créé en 2002, le Centre de référence des Borrelia de Strasbourg, dirigé par le professeur Benoît Jolac, est spécialisé dans ce domaine. La maladie de Lyme est une zoonose, c'est-à-dire une maladie qui sévit habituellement dans le monde animal et principalement dans le monde animal sauvage, à laquelle l'homme va être exposé de façon accidentelle. Cette maladie est transmise à l'homme par l'intermédiaire d'un vecteur. Et dans le cas de la maladie de Lyme, il s'agit d'une tique, ce qu'on appelle une tique dure, du genre Ixodes. Et en Europe, l'espèce qui transmet ce pathogène est Ixodes ricinus. Si la maladie de Lyme est potentiellement grave, il est à noter qu'elle n'est dangereuse que dans un nombre relativement limité de cas. Dans un certain nombre de cas, après infection de l'homme par l'intermédiaire d'une tique qui lui transmet la bactérie, il ne va y avoir aucune maladie. C'est souvent ignoré, mais c'est le cas le plus fréquent. C'est de l'ordre de 95% des cas pour lequel le patient va être au contact donc, de la bactérie, développer des anticorps, mais ne jamais faire de maladie. Dans les 5% des cas où malheureusement l'homme va faire une maladie, il va faire une diversité de signes cliniques qui peuvent être soit cutanés, soit articulaires, soit neurologiques principalement. Il y a encore des manifestations de type ophtalmologique, cardiaque, mais les 3 premières sont les manifestations principales. Ce qui compte, c'est de faire des analyses en fonction des signes cliniques que présentent les patients. La maladie de Lyme évolue en 3 phases. Le premier stade se caractérise par des symptômes cutanés connus sous le nom d'érythème migrant. Les premiers signes, qui peuvent évoluer en 2 à 30 jours, seront des signes cutanés, sous forme d'une plaque érythémateuse. Une plaque érythémateuse, le diagnostic est positif à partir d'un diamètre de 5 cm. Il importe à ce stade d'érythème migrant de poser bien le diagnostic, ni par excès, ni par défaut, de façon à traiter précocement. Et nous avons l'expérience du suivi sur de longues années de patients ayant un érythème migrant bien diagnostiqué, bien traité, avec 100% de succès. Traitée à temps, la maladie de Lyme est bénigne. En revanche, mal diagnostiquée, elle peut entraîner des complications très graves. Il ne faut surtout pas arriver au stade de l'infestation tardive.
Je pense que j'ai eu des neurones d'abîmés ou de détruits et une grande confusion avec des problèmes de mémoire, d'orientation. Mais comme des douleurs qui apparaissaient, disparaissaient, ça pouvait faire penser à quelque chose d'imaginaire un petit peu. Je me suis retrouvé à certaines périodes à me taper la tête contre un mur. Donc, se taper la tête contre un mur, c'est une expression pour tout le monde. Pour moi, c'est une réalité. J'ai connu ce truc-là, vouloir s'exploser la tête tellement mal. Les formes tertiaires sont des formes extrêmement rares, mais très graves, et qu'il convient d'anticiper pour éviter l'évolution vers des formes tardives qui sont malheureusement très invalidantes et handicapantes. L'érythème migrant en France comme dans tous les pays d'Europe, toutes les études épidémiologiques montrent que cela représente aux environs de 85% des cas de maladie de Lyme. Pour l'équipe du professeur Benoît Jolac, la maladie de Lyme demande à être mieux expliquée auprès de la population. Que ça soit un problème de santé publique, je le pense, étant donné que cette maladie n'est pas suffisamment bien connue, et ses modes de prévention, aussi les techniques diagnostiques sont peut-être un peu complexes à appréhender. C'est une des missions du Centre national de référence, c'est d'essayer de faire avancer les choses. Le centre de référence de la Borrelia a aussi pour mission de mener sur le terrain des actions de surveillance vectorielle de la tique. Alors là, on vient sur site. Déjà, on est en zone périurbaine. C'est pour dire qu'il n'y a pas besoin d'aller loin des villes pour attraper des tiques. On vient ici pour faire en fait ce qu'on appelle une surveillance vectorielle. On vient collecter les tiques tous les mois pour voir d'une part à partir de quand elles apparaissent en saison. Et puis, il y a un pic d'activité, on le sait, en avril, mai, juin. Ça baisse parce que ça devient trop sec. Et il y a à nouveau un petit pic d'activité en septembre-octobre. Alors là, comme vous voyez, on a donc un linge qui fait 1 mètre sur 1 mètre, qu'on va traîner sur la végétation parce que la tique, en fait, elle vole pas, elle est à l'affût sur la végétation. En fait, c'est des carrés de tissu d'1 mètre sur 1 mètre et on fait exactement 10 mètres. Donc en ce qui me concerne, il me faut 14 pas. Donc je fais 14 pas de façon à avoir un tir de 10 mètres. On fait 10 tirs de 10 mètres, ce qui nous fait 100 mètres carrés. Et donc on peut estimer une densité aux 100 mètres carrés. Les relevés effectués sur le terrain, ainsi que l'étude du milieu ambiant et de l'écosystème, permettent d'établir une cartographie précise de la présence de tiques et de déterminer les zones à risque. Alors la perception, comme on collecte tous les mois sur ce site, je peux déjà vous dire que pour un mois d'avril, je trouve qu'il y en a beaucoup. Alors, est-ce que c'est une année atypique ? On va voir, mais l'hiver a été moyennement rigoureux. C'est vrai que d'une année à l'autre, il peut quand même y avoir des variations en termes de population de tiques. Et donc, on va les analyser et puis les suivre toute la saison des tiques. D'abord, on va extraire leur ADN. Donc là, c'est une technique d'extraction manuelle. Ensuite, à partir de cet extrait, on va faire de la biologie moléculaire, donc de la PCR, pour chercher différents pathogènes et en particulier Borrelia. Je pense que le but de la connaissance scientifique en règle générale, c'est de connaître un risque de façon à ne pas en avoir peur et à mesurer la réalité de ce risque. Je pense que ça s'adapte à la maladie de Lyme comme au reste. C'est cette connaissance, je pense, qui nous permet de travailler sur ce pathogène, de récolter des milliers et des milliers de tiques par an à l'intérieur des forêts. Donc nous allons au contact de ces tiques, nous les cherchons volontairement sans que nous nous contaminions. Donc, je pense que ça, c'est dû au fait de connaître le pathogène, de connaître le vecteur, de connaître les risques et de prendre les précautions qui s'imposent pour éviter tout problème. Ni déni, ni diabolisation. Connaissance des risques et vigilance sont les mots-clés du message de prévention de la MSA d'Armorique. Les tiques ont l'habitude d'avoir leur vie sur des fougères notamment. Donc c'est plutôt dans ces périodes-là, début du printemps, quand la végétation reprend, l'été un petit peu, et puis l'automne. L'automne va être une période propice avec beaucoup d'activités en forêt. On va commencer à avoir des promeneurs, des chercheurs de champignons, on va avoir les forestiers qui vont commencer à faire un certain nombre de choses sur les arbres, à les abattre, etc. L'information est encore mal divulguée. Je vois auprès des jeunes, la plupart ne connaissent pas du tout ce risque.
La plupart des randonneurs que je connais non plus, et des promeneurs, des chasseurs non plus. Donc, non, je pense que ça manque véritablement d'informations. Est-ce que tu as été piqué quelquefois? Bon oui, ça arrivait comme à tout le monde quoi. On se baladait en forêt. Bon, je sais pas, de l'éther ou de l'alcool à brûler, un truc dans le genre, et puis ça part quoi. Tout le monde en chope des tiques, donc c'est pas... C'est anodin quoi, c'est pas... On n'évalue pas ce risque-là comme important ou grave.